je vais maintenant vous partager le fichier euh, bilan et ratio, qui est un fichier Excel. Comme je vous dis, l'objectif de ce matin, c'est juste que je veux vous présenter l'architecture du fichier, chacun des onglets, pour que vous sachiez quelle est l'information qui est à entrer là-dedans. Mais l'inscription des informations dans chacun des onglets, ben, on va le faire de façon progressive au fur et à mesure. Mais au moins ce matin, vous devriez savoir quelles sont les informations qui seront à entrer dans ce fichier-là. Même si vous ne les entrez pas là, dans le courant de la semaine, ce n'est pas grave. Alors, ce fichier-là est un fichier qui comprend plusieurs onglets. Il y a un onglet d'introduction qui correspond à peu près à ce que je vous ai présenté tantôt. Il y a des onglets pour inscrire le rendement des placements, le rendement annuel de nos placements, donc pour le REER, le CELI, l'épargne non enregistrée. Ensuite, il y a un onglet pour inscrire la valeur au 31 décembre de notre propriété, de notre maison, de notre condo, si on en a un. Ensuite, le bilan global, un autre onglet qui présente des graphiques qui sont faits à partir des données qui sont déjà entrées. Des onglets qui présentent les revenus annuels, les dépenses annuelles, les ratios financiers, un sommaire et des indicateurs, plus le pourcentage de décaissement obligatoire du REER. Donc, ce sont des onglets qui sont là, un après l'autre, et on va commencer par l'onglet, bougez pas, un onglet facile. L'onglet facile pour vous, là, ce serait l'onglet Maison. Alors, j'ai un onglet qui s'appelle Maison. Je vais vous agrandir les caractères. Dans cet onglet-là, et c'est le même principe pour tous les onglets, hein, il s'agit d'inscrire la valeur totale de d'une information, soit de la valeur des maisons, la valeur du REER, la valeur du CELI, la valeur de l'épargne non enregistrée au 31 décembre de chaque année. Alors, on a une première section. Alors, on entre une année par ligne. Alors, chaque ligne a son année. Alors, vous voyez qu'un exemple ici, l'information a commencé à être inscrite pour l'année 1999 ici. Alors, on a dans la première partie du tableau les informations sur les données antérieures ou l'historique. Et un peu plus bas, on a les prévisions. Alors, donc, ce fichier-là a été constitué en 2017. Donc, les dernières informations que j'avais qui étaient réelles étaient l'information de l'année 2017. Et pour l'année 2018, ce n'est pas une information réelle, c'est une prévision ou une projection. Alors, la projection, elle est faite comment? Elle est faite à partir d'un calcul du taux de rendement qui est le taux de rendement qui est calculé dans la partie des données antérieures. Alors, j'ai inscrit finalement avec ça, je vous rappelle que les cellules en gris sont des cellules qui sont calculées et les cellules en blanc, c'est les cellules où vous pouvez entrer l'information. Alors, vous voyez que en moyenne, on voit que la variation annuelle pour la maison, ici dans cet onglet-ci, la moyenne annuelle de variation était de 8 350 $ et ça représente un pourcentage de 6,9. Donc, ce pourcentage-là, vient d'où? Il vient d'une formule qui est la moyenne des informations qui sont inscrites dans la colonne moyenne, la même colonne, là, pour les lignes qui constituent l'historique. Alors, la moyenne de ces informations-là donne un taux moyen. Et l'augmentation moyenne, qui correspond aussi à la même colonne en haut. Et ce que j'ai inscrit finalement, j'ai inscrit une année de départ et tout s'est fait automatiquement et j'ai inscrit la valeur qui était dans la colonne F, j'ai inscrit la valeur qui était inscrite sur mon compte de taxe municipale. Alors donc, en 1999, la valeur de la maison était de 76 400 $ inscrite sur le compte de taxe municipale. Alors, si vous avez conservé l'information de vos comptes compte de taxe municipale, vous pourrez à ce moment-là récupérer l'information et l'inscrire. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, une année, vous avez un montant à inscrire et les calculs se font automatiquement. Là. Dans la colonne D,
Vous voyez que c'est une formule qui est inscrite là dans la colonne F aussi. Alors, on pourrait même les mettre ici là, en grisé, ces colonnes-là. C'est calculé de façon automatique. Même chose ici en bas. Tout ce qui est en bas ici, les prévisions, ce sont des calculs qui sont automatiques. Alors, ce qui est intéressant aussi à la fin, c'est que j'ai prévu vendre la maison lorsque j'aurai 80 ans. Alors, ça me permet de faire dans ma projection de planification financière de retraite, de dire, bien là, quand j'aurai 80 ans, il faut que j'inscrive que je vais vendre ma maison et quel montant je pense obtenir. Bien, je pense obtenir le montant qui est inscrit là en fonction d'un calcul d'un rendement futur qui correspond à la moyenne du rendement des années passées. Alors, tout simplement, c'est un calcul qui est tout simple et qui se fait automatiquement. Alors, ça va vous permettre, vous aussi, de faire une projection et ce montant-là va pouvoir vous servir dans votre planification financière de retraite. Est-ce qu'il y a des questions sur cet onglet-là? C'est bien. C'est très bien. OK, c'est bon. Alors, le principe est le même pour les autres onglets. On a toujours une année par ligne et on inscrit souvent très peu de données. On va inscrire un montant et les pourcentages vont se calculer souvent automatiquement. Là, maintenant, on va se diriger dans un onglet un petit peu plus compliqué. On va aller dans l'onglet SELI pour vous montrer la différence parce que là, on va parler aussi on va ajouter d'autres éléments. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'informations. Je vais vous dire tout de suite que à partir de la colonne P et Q, ce que vous voyez, ce sont des explications. Les explications, c'est la manière d'utiliser cet onglet-là. Alors, si vous ne vous souvenez pas au moment où vous allez utiliser cet onglet-là, comment l'utiliser, bien, les explications sont fournies. Vous avez des directives pour chacun des blocs. Alors, pour le bloc des données antérieures, vous avez les directives qui sont ici. Et pour le bloc des prévisions, vous avez des directives plus bas. Alors, c'est relativement structuré là, pour vous permettre de réutiliser ça. La façon dont ça fonctionne, encore là, c'est vous avez une section pour les données antérieures ou l'historique et une section pour les prévisions. Dans les 3 premières colonnes, on a l'information sur les années qui sont traitées. Alors, le nombre, je vais remonter ça, le nombre, l'année et l'âge. Ensuite, vous avez, pour ce qui est du SELI, vous vous souvenez qu'on a un montant qui est autorisé. On a des droits de cotisation qu'on peut ou non utiliser. Alors, il y a une colonne qui nous permet d'inscrire le montant de cotisation autorisé. Vous voyez qu'au début, on avait droit à 5 000. À un moment donné, on a eu droit à 6 000, 10 000, puis là, c'est maintenant 5 500 depuis plusieurs années. Alors donc, on a une colonne pour inscrire le montant autorisé, droit de cotisation. Ensuite, une colonne pour inscrire le solde au 31 décembre de l'année. Inscrire aussi le montant qu'on a déposé. Alors, si on a inscrit un montant, on inscrit le montant. Et dans ce cas-ci, n'oubliez pas que ce que j'ai ouvert à l'écran, c'est le fichier bilan et ratio, mais avec la méthode simplifiée. C'est-à-dire, la méthode simplifiée, c'est là où on n'a pas d'informations sur les dates de nos transactions. On ne sait pas à quelle date on a fait le dépôt et on ne sait pas à quelle date on a fait les retraits. Donc, on utilise ce fichier-là. Mais dans les autres fichiers, ceux qui sont plus complets, alors dans le fichier qui inclut la date, bien là, il y a une colonne dans laquelle une colonne supplémentaire dans laquelle vous inscririez la date du dépôt. Et en fonction de la date du dépôt, bien là, on va pouvoir calculer un taux de rendement qui est plus précis parce qu'on va calculer le montant pour la période avant le dépôt et on va calculer le montant, le rendement pour la période après le dépôt. Alors, en ayant les deux calculs séparés, ça nous permet d'avoir un taux de rendement qui va être précis, qui va tenir compte de la vraie réalité bancaire. Alors, c'est pour ça que c'est un peu plus précis. Donc, dans ce fichier-ci, pour simplifier la présentation, on n'a pas ces colonnes-là. Mais dans les autres fichiers, c'est la même disposition, sauf qu'on a une ou deux colonnes de plus pour inscrire la date ou le mois. Alors, dans les colonnes en gris, ici, les colonnes H et J, je vais vous grossir les caractères pour que vous puissiez mieux voir. Alors, donc, on a le rendement qui est calculé. C'est pas vous qui le calculez, c'est le logiciel qui le calcule et le taux de rendement qui est aussi calculé.
Alors, dans cette partie-là, ici, la partie dans les colonnes K jusqu'à N, c'est une section qui nous permet de calculer le montant disponible parce qu'on a des droits de cotisation et on peut ou non les avoir utilisés. Alors, si on ne les a pas utilisés, ce fichier-là, cette section-là du fichier nous permet de dire « Ah, je n'ai pas encore utilisé tel montant de cotisation, donc je pourrais cotiser cette année un montant supplémentaire. » Alors, ça vous permet de suivre quel est le montant de cotisation non utilisé qui est disponible pour vous. Alors, au fur et à mesure que vous allez faire un retrait, par exemple, si vous aviez fait un retrait ici de 15 000, si on ajoute un retrait de 15 000 ben, vous allez voir que les montants sont ajustés et que les retraits sont inscrits et ça vous donne pour les années suivantes un montant disponible pour le dépôt. Vous pourriez déposer 15 000, mais pas à partir de la même année. Je me rends compte aussi à partir de l'année suivante. Pas l'année du retrait, mais l'année après le retrait. Alors ici, j'ai une petite correction à faire là. Alors voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et le reste, c'est la même chose. Vous avez les prévisions. Donc, si on maintient la même cadence de dépôt, alors, et les mêmes pourcentages de rendement qui sont calculés pour la partie des données antérieures, bien, on va pouvoir les réutiliser le taux moyen de rendement qu'on a obtenu lors des années antérieures, dans l'historique. On va le réutiliser, le 6 qui est ici, on va le réutiliser pour les années suivantes. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. On a la même chose pour l'onglet épargne non enregistrée. Alors, vous avez les directives à droite à partir de la colonne K et vous avez, je vais augmenter des caractères, vous avez les données qui sont inscrites. Donc, les 3 premières colonnes pour l'âge et l'année. Ensuite, la colonne pour inscrire le solde au 31 décembre. Les dépôts que vous avez faits, les achats et les transactions, achats et retraits, le calcul du rendement qui se fait dans les colonnes G à I, et vous avez les moyennes qui sont calculées là, pour la partie des données antérieures et la partie projection, les prévisions qui se calculent à partir du taux qui est indiqué en haut. Ici. Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, j'ai indiqué aussi dans l'épargne non enregistrée qu'à l'âge de 79 ans, la maison va être vendue, elle va me rapporter ce montant-là, mais je prévois des frais de rénovation. Donc, je vais avoir un solde qui va être disponible de 236 000. Alors, quand je vais faire ma planification financière de retraite, c'est un rappel pour m'indiquer que je n'aurai pas 338 000 à rajouter lors de mes 80 ans, mais plutôt un montant de 236 000 parce que je prévois des frais de rénovation et autres frais. Alors, c'est des petits rappels comme ça que je me suis fait. Ensuite, l'onglet REER. L'onglet REER fonctionne un peu comme l'onglet SELI, c'est-à-dire qu'à droite, vous avez des explications et à gauche, vous avez les formules de calcul et la place pour inscrire vos informations. Pour ces 3 onglets-là, les onglets qu'on a vus jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Pas de questions, c'est bon. Alors, on poursuit. Alors, l'onglet Opération. Oui, j'en ai une. Oui. Peut-être d'autres ont des questions. D'accord. Dans ton onglet REER, sur REER, en tout cas, dans les... c'est pas REER, c'est dans le SELI. En tout cas, c'est là que je l'ai vu. Dans ton onglet SELI. Là, tu as des retraits, je pense, que tu prévois. Hein? Ça se peut-tu, là? Oui. Dans tes prévisions, tu as établi là, que tu allais faire des retraits. Là. Je vais juste faire un petit mot là-dessus. Là. Comment tu as établi ça? C'est que ce que j'ai prévu, moi, c'est que j'ai des revenus qui sont suffisants maintenant. Je n'ai pas besoin de faire de retrait. Mais à partir d'un certain âge, je prévois que mes revenus ne seront pas suffisants parce que mes revenus ne sont pas pleinement indexés au coût de la vie, d'une part. Et d'autre part, je sais aussi que je vais avoir j'ai des actifs financiers
que je veux décaisser. Alors donc, j'ai prévu faire des décaissements de façon à ne pas arriver à la fin de ma vie puis avoir, dans le fond, compte tenu que je n'ai pas d'enfant, rien, ben, tu sais, je ne veux pas laisser tout ça à une postérité qui n'existe pas. Alors donc, je prévois dépenser aussi au fur et à mesure. Donc, j'ai prévu dépenser ou retirer 12 000 par année, ce que j'ai fixé comme ça, ce qui correspond à 1 000 par mois. Donc, je peux dire, mes revenus vont être insuffisants à partir de cet âge-là. Donc, je vais retirer 1 000 par mois de mon CELI pour combler mes besoins. Ça va? Mais la même chose du côté du REER. Du REER, on n'en a pas parlé, mais c'est fait de la même façon. Hein? La section données antérieures, vous voyez que j'ai déposé à chaque année les montants, des montants dans mon REER. Et vous voyez aussi que dans les prévisions, là, c'est un petit peu plus complexe parce que le décaissement, il y a une partie obligatoire dans la colonne K et L, c'est la partie obligatoire, et on a une partie additionnelle. Alors, on n'a pas le choix, à partir de 71 ans, on doit décaisser un certain pourcentage des montants qui sont accumulés dans le REER ou dans le FER. Alors donc, les pourcentages sont déjà inscrits et les montants de décaissement obligatoire sont calculés automatiquement. Par contre, j'ai prévu quand même faire un décaissement additionnel à partir de l'âge de 82 ans, ici, de 81 ans. Alors, pourquoi à partir de l'âge de 81 ans? Parce que je serai à ce moment-là dans une RPA, une résidence privée pour personnes âgées, et je sais, parce que j'ai calculé avec Résido, ça va coûter un bras. Donc, j'ai prévu déjà un montant qui correspond à 100 $ par semaine. Alors, 100 $ par semaine, ça va être pour payer peut-être, dans une résidence, il y a toutes sortes de frais facturables. Alors, peut-être que ça va être pour payer la marchette. Moi, je ne veux pas te décourager, Bernard, là, mais en tout cas, je te souhaite d'être en très bonne santé parce que si ce n'est pas le cas, ça va te coûter pas mal plus que 100 $ par semaine de plus que ce que Oui. ça peut être là, dans une prévision de loyer avec les services minimums là, de repas. Là, puis, en tout cas, je vous dis ça par expérience de fille, là, par rapport à ma mère, ça y coûte un bras par mois. Effectivement, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, lorsqu'on va voir le calculateur Résido, tu vas voir que j'ai utilisé des statistiques basées sur les 5 dernières années. J'ai récupéré ça de la SCHL, le prix moyen des loyers par région et par territoire. À l'ensemble des RPA du Québec, c'est des ventilés par territoire et par région. Alors, j'ai les prix moyens des loyers, donc des 5 dernières années, ce qui permet de calculer le taux d'augmentation. À partir du taux d'augmentation antérieur, on peut faire une projection en utilisant ce taux-là pour faire une prévision pour l'avenir. Donc, on est capable avec Résido de savoir combien vont nous coûter le loyer dans une RPA en l'an 2020, par exemple, ou en l'an 2025. Alors, on est capable de faire ça. Alors, vous allez voir que c'est fort intéressant et que, comme tu dis, ça coûte un bras dans une RPA et il faut le prévoir parce que si on ne le prévoit pas, on risque d'avoir des surprises. Comme ça, c'est bon d'investir dans Chartwell. Je ne sais pas, est-ce que c'est... c'est un commentaire, oui, une boutade. On va dire que c'est une boutade. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors donc, il est structuré comme ça, le fichier qui vous permet d'inscrire vos montants de décaissement au fur et à mesure que vous les vivez, là, année après année. Donc, la question que tu posais, Louise, est-ce que les explications que j'ai données y répondent? Oui, tout à fait. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions par rapport aux onglets que j'ai présentés, je vais vous présenter simplement l'onglet Opération. L'onglet Opération, c'est tout simple. Hein? C'est le solde à la fin de chacune des années dans votre compte Opération. Alors, ça, c'est parce que pourquoi on le calcule? C'est parce que ça devient une ressource financière à la fin dans l'ensemble de notre planification. C'est une des ressources et il ne faut pas l'oublier. Tout simplement. C'est pour avoir l'exactitude de nos calculs. L'onglet Maison, on l'a vu. Maintenant, l'onglet Bilan. L'onglet Bilan, il est intéressant parce qu'il reprend les données, il compile les données des onglets précédents.
Alors, on a inscrit dans l'onglet Maison la valeur de notre maison à chaque année. Et ici, c'est simplement une réécriture. Alors, vous voyez que c'est une formule qu'on a ici. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez gros pour vous permettre de le voir, mais c'est une formule qui reprend simplement l'information que vous avez inscrite dans une colonne de chacun des onglets et on peut additionner à ce moment-là l'ensemble pour voir l'ensemble du bilan. Donc, dans la colonne maison, vous avez le montant, le solde total de la valeur de votre maison à chaque année. La même chose pour le REER, le CELI, l'épargne, l'opération. Vous avez le total de vos épargnes et vous avez le total de l'écart annuel et votre patrimoine total qui est calculé ici. Alors, c'est comme intéressant, là. Et vous avez le taux d'augmentation, encore là, qui vient de l'onglet en question. Ici, le taux d'augmentation moyen de votre maison est inscrit dans l'onglet maison. Alors, il est simplement recopié à cet endroit-là, tout simplement. Alors, ça vous donne une perspective pour l'ensemble de vos ressources financières avec les taux moyens d'augmentation annuelle. Et ces taux-là deviennent comme des indicateurs que vous pouvez utiliser dans votre planification financière de retraite pour estimer le taux de rendement futur. Alors, c'est ça qui, à mon avis, est une donnée fort importante. Si votre taux de rendement annuel moyen est calculé avec beaucoup de précision, par exemple en utilisant avec les dates précises de vos achats et de vos ventes de placement, vous aurez à ce moment-là des taux de rendement annuel moyen dans le passé qui sont très précis et qui correspondent à votre situation financière, de sorte que lorsque vous ferez une projection pour l'avenir dans votre planification financière de retraite, vous saurez à quoi vous en tenir. Vous pourrez dire, ben là, ça devient ma planification réaliste ou ma prévision, mon hypothèse réaliste ou mon scénario réaliste. Et si je veux avoir un scénario pessimiste, ben je peux réduire ces taux-là de 1 ou 2 pour ma prévision pessimiste. Et si je veux me faire une prévision optimiste, ben je pourrais aussi indiquer que c'est un montant supérieur, un pourcentage supérieur. Alors, vous voyez l'intérêt de ça, comment ça va faciliter la planification financière de retraite. Si vous avez, d'une part, calculé votre budget, vous avez les données réelles de ce que ça vous coûte de vos revenus avec votre budget, donc les revenus, les dépenses, et vous avez aussi la valeur de vos actifs et le taux moyen d'augmentation, ça devient extrêmement facile de faire votre planification financière de retraite. Donc, les écarts sont là, le patrimoine, vous avez les pourcentages qui sont là. Donc, c'est comme ça. C'est tout le temps de la même façon. Une partie pour les données antérieures, une partie pour la prévision. Ensuite, à partir de ces données-là, on peut calculer on peut transposer ça dans des graphiques. Denis, est-ce que tu avais une intervention à faire? Moi, j'allais dire, comme tous les pourcentages de rendement sont passés sur les années antérieures, il faut faire plus qu'un scénario parce que c'est sûr qu'il y a des pourcentages qui sont aussi recommandés pour les planificateurs financiers qui sont basés, eux autres, je ne sais pas sur quoi ils basent ça, là, mais on peut être dans le champ pas mal. Ouais. En fait, par expérience, ce que je peux vous dire, c'est que les taux qui sont recommandés par les planificateurs financiers sont des taux moyens calculés à partir de statistiques de grands ensembles, d'une part. D'autre part, les planificateurs financiers ont aussi une stratégie de conseil pour leurs clients qui est une stratégie prudente. Alors, dans leur planification, eux autres, ils ne veulent pas se faire critiquer, ils ne veulent pas qu'une personne qui est très âgée dise « Mon planificateur financier, il y a 20 ans, m'a suggéré un taux de temps, puis c'est pas ça qui s'est passé. » Puis critiquer le planificateur, critiquer l'institution financière. Alors, pour éviter qu'il y ait des critiques de cet ordre-là, ils sont portés à recommander des taux qui sont prudents. Alors, moi, ce que je vous dis, sachant cette situation-là, vous pouvez utiliser leur taux puis dire, bien, je vais avoir une planification qui va être prudente. Ça, c'est une chose. Moi, de mon côté, ce que je veux, c'est avoir l'heure juste, savoir quel est le rendement que moi j'ai. Et je sais que si j'utilisais les taux de rendement des planificateurs financiers,
je ne pourrais pas me permettre un train de vie comme je veux me le permettre. Alors, c'est ça aussi, là. Si on suit les conseils du planificateur financier, on va peut-être aussi constater ou avec ces données-là, peut-être dire, ben là, je ne peux pas me permettre certains projets que j'aimerais. Alors, c'est ça, là. Il y a un pour et un contre. Alors, Ouais, j'allais dire que les taux qui sont utilisés par le planificateur financier proviennent de l'IQTF. Donc, vous pouvez accéder à ces sites-là et regarder les taux qu'ils suggèrent. Puis, en fonction de votre portefeuille, vous pouvez établir aussi, par rapport à ces taux-là, votre taux de rendement en fonction de ces tarifs, en fonction de ces rendements-là. oui. Mais c'est vrai que moi, je suis pour les scénarios neutres, optimistes et pessimistes. Donc, ça donne une fourchette qui est intéressante aussi. Tout à fait. Et concernant les taux des planificateurs financiers, on va les voir la semaine prochaine. Ah, good! J'ai prévu ça parce que, dans le fond, je vois que c'est un exercice que j'ai fait qui est un exercice qui est assidu, hein, qui vient de plusieurs années. Vous voyez, j'ai commencé ça dans les années, là, au siècle passé, je dirais. Alors donc, c'est des données accumulées depuis longtemps. Pour moi, c'est facile, mais pour vous, l'effort est peut-être très long. Puis avant d'avoir un historique d'une quinzaine d'années qui nous permet d'avoir une certaine robustesse dans la moyenne. La moyenne est assez robuste après 15 ans. Bien, à ce moment-là, si vous êtes capable de remonter sur 5 ans seulement, votre moyenne ne sera peut-être pas aussi robuste que si vous l'avez sur 15 ans. Donc, vous allez peut-être choisir un scénario pessimiste, un peu plus pessimiste que si vous aviez un historique plus long. Mm-hmm. Tout simplement. Alors, c'est ça. Mais vous pouvez aussi choisir les taux des planificateurs financiers si vous n'avez pas colligé toutes vos données. Au moins, vous pourrez entrer des données en sachant que c'est celles des planificateurs financiers et qu'elles ont une certaine variabilité. Elles sont des valeurs moyennes en sachant ça. Là où je m'interroge, c'est en fonction de l'économie qu'on connaît ou à l'heure actuelle, puis les événements qui ne se produisent pas à toutes les années. Par exemple, en 2008, il y a eu quand même un choc financier, boursier. Il y en a eu un autre au mois de mars. C'est l'impact de ces événements-là qui me fait me poser des questions sur les taux moyens. C'est ça. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est qu'en remontant sur 15 ans Ouais. en arrière, c'est que vous êtes sûr d'avoir au moins une récession incluse. Parce qu'on a une récession toutes les 10 ans en moyenne depuis très longtemps. Là. Alors, c'est ça. Alors, si vous êtes capable de remonter sur plusieurs années, comme dans mon cas, à moi, là, je remonte sur 20 ans. Là. Alors, tu sais, j'ai inclus là-dedans, il y a une et même deux récessions. Là. Alors, tu sais, je suis à l'aise avec ce taux-là. Vous voyez qu'il y a des années qui sont négatives. Hein? Vous le voyez ici, là, il y a des écarts, là, moins 3, moins 0,9, moins 6. Là. Alors, vous voyez qu'il y a des années négatives. Alors, ça en tient compte. Mais c'est ça, donc le pourcentage moyen de 8,5 tient compte de tout ça. Là. Oui. Voilà. C'est compris. Alors, c'est ce qui fait de la robustesse, hein, c'est ça. Bon, OK, on est prêt à passer peut-être au graphique à ce moment-ci. Alors, à partir des données qui sont inscrites dans le bilan, on voit des graphiques. Alors, à gauche, vous voyez les graphiques qui portent sur l'historique, donc les données antérieures, et à droite, les graphiques portent sur les prévisions. Les prévisions, donc les années futures. Uh-huh. Alors, donc, ils sont calculés à partir des données qui viennent de l'onglet bilan. Alors, les prévisions sont ici et les données historiques sont en bas. Alors, donc, vous voyez que pour ce qui est du REER, le CELI a commencé en 2009. Alors, vous voyez comment ça a augmenté, vous voyez l'épargne, vous voyez le REER, tout ça. La même chose, et les économies et le patrimoine. Donc, le patrimoine et l'économie, c'est que les économies, c'est les placements, et le patrimoine, ça inclut les placements et la valeur de la maison. Alors, vous voyez que ça continue. Ensuite, du côté des prévisions, mais vous voyez qu'il y a aussi un élément qui fait que les retraits que j'ai prévus vont faire en sorte que je vais épuiser mon capital vers l'âge de 97-18 ans au complet. Là. Mon CELI va être expiré plus tôt.
Ce n'est pas une bonne stratégie en passant. Là. Les chiffres qui sont là sont des chiffres fictifs parce qu'il vaut mieux décaisser son CELI en dernier et décaisser le REER plus tôt. Là. Alors, donc, ce qui est là, c'est à titre d'exemple seulement. Mais ne prenez pas ça comme étant la façon de faire. Ça ressemble beaucoup au graphique qu'on obtient avec une planification financière faite par les banques ou par... c'est semblable à ça. Oui, c'est ça. Et les prévisions économiques, dont les prévisions patrimoine économie qui sont Ouais. là. Voilà. Alors, vous voyez que le patrimoine, là, c'est ça, la vente de la maison a été vendue, puis tout de suite, là, on voit une différence ici. Là. Bon, c'est bon. Alors, maintenant, on a l'onglet des revenus. Alors, les revenus qu'on a inscrits et qu'on a trouvés avec le sommaire annuel qu'on a utilisé, qu'on a obtenu avec notre suivi financier, finalement, on inscrit simplement à chaque année le montant annuel de nos revenus. Alors, par catégorie, alors ici, on a les rentes, on a, c'est ça, les revenus qui sont là, salaire, placement, autres. On les inscrit par catégorie, le revenu annuel, on a notre revenu total, puis la vente des placements qui sont ici. Alors, voilà, c'est même affaire, hein, c'est prévision, puis données historiques. La même chose pour les dépenses. Alors, on a les dépenses pour les années antérieures. Moi, je les ai distinguées entre dépenses essentielles et dépenses optionnelles et dépenses totales. Puis, on a les écarts. Alors, donc, c'est ces pourcentages-là qu'on obtient sur autant les revenus, les pourcentages d'augmentation des revenus. Alors, vous voyez que pour le REGOP, même si le taux d'augmentation du RRQ et de la PSV correspond au taux d'inflation, vous voyez que le REGOP, c'est beaucoup moins. Là. Ouais. C'est ça. Ça correspond à la réalité. Hein? Ensuite, la même chose pour les dépenses. Alors, on voit les taux d'augmentation. Taux d'augmentation annuel ici. Là. On a ces taux-là ici là, qui sont là. Ensuite, l'onglet budget. Alors, dans l'onglet budget, ce que j'ai fait, moi, j'ai repris dans le tableau 1, ce sont les montants annuels, mais par catégorie. Alors, les catégories de budget, alors j'ai inscrit les montants annuels pour voir la variation. Alors, si j'ai inscrit les montants là, pour quelques années, on a les dépenses, on a les revenus et on a l'écart. Et dans le tableau 2, c'est les pourcentages qui sont calculés à partir des données qui sont dans le tableau 1. Donc, les données du tableau 1, ce sont des nombres, et dans le tableau 2, ce sont les pourcentages qui se dégagent de ça. Alors, donc, on peut voir qu'en habitation, ben, mon habitation me coûte moins cher que ça me coûtait en pourcentage. Là. La nourriture, ben, ça aussi, ça a baissé. Même chose. Pourtant, mon tour de taille augmente. Ça, c'est l'inflation. Alors, la même chose, bon, vous voyez les pourcentages qui sont. Ça nous permet de faire un suivi par catégorie. Donc. Et on a à droite la moyenne générale. Et si on veut la calculer aussi pour les 5 dernières années, on pourrait se faire une formule pour calculer la moyenne des 5 dernières années ou des 3 dernières années, si on a besoin de ça. C'est intéressant parce que tu pourrais établir ton taux d'inflation. Oui, tout à fait. Ben oui, on va voir ça, bien sûr. Ben oui. Ensuite, le tableau 3, c'est la répartition des dépenses par rapport aux revenus. Donc, par rapport aux revenus, les dépenses représentent quel pourcentage? Alors, donc, ici, c'était la répartition des dépenses par catégorie budgétaire. Ici, c'est la répartition des dépenses par rapport aux revenus. Alors, l'habitation représente 10% de mes revenus en l'an 2006. C'est comme ça qu'on doit le lire. C'est beau? Voilà, c'est un petit peu ça. Maintenant, on va aller dans l'onglet ratio. L'onglet ratio, il se calcule automatiquement. Hein. Vous n'avez rien à rentrer ici. Tout est calculé de façon automatique. Donc, ici, vous entrez les informations, mais dans ratio, les données s'inscrivent de façon automatique. Vous n'avez pas à rien entrer, ça se fait tout seul. Alors, on calcule dans l'onglet ratio, donc, les informations concernant les revenus et l'impôt. Dans ça ici. Alors donc, on a le revenu imposable, déduction à la source, etc. Tout ce qui s'appelle le calcul fin de l'impôt se trouve être ici. Là. Déduction à la source, impôt fédéral déduit, l'impôt provincial déduit, le retour d'impôt,
l'impôt total, revenu net, dépenses et épargne. Alors, on a tout ça. Et à droite, on a les pourcentages. Alors, les déductions fiscales par rapport aux revenus représentent quel pourcentage? Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on peut voir la distinction avant et après la retraite. Avant la retraite, les déductions représentaient un pourcentage supérieur qu'après la retraite. Alors, vous allez le constater si vous vous rendez jusque-là éventuellement. Là. Ensuite, l'impôt total par rapport au revenu brut, l'impôt total par rapport au revenu net, les dépenses par rapport au revenu brut. C'est juste un rapport un par rapport à l'autre. Et vous avez les graphiques à droite. La partie prévision à la fin. Et l'onglet sommaire ici, qui est le sommaire des résultats annuels. On a les revenus totaux, l'impôt, les revenus nets. Alors, c'est ça, c'est juste avec l'impôt, on calcule le résultat final total, historique et prévision, et les indicateurs. Et c'est celui-là ici là, qui est fort intéressant. À partir de tout ce qu'on a inscrit comme données, on arrive à avoir des indicateurs qu'on va utiliser pour notre planification financière de retraite. Alors, les indicateurs qu'on va avoir, on a à gauche ici dans les colonnes D à G le taux d'inflation au Canada, au Québec, pour la RMR de Montréal et la RMR de Québec. RMR, c'est Région métropolitaine de recensement. Alors, ça correspond grosso modo là, à la région de la capitale nationale plus la région de Lévis, le pourtour de Lévis, là, tout ça. Là. Alors, ça correspond à ça. Donc, on a des taux annuels d'inflation ventilés pour chacune des années. Alors ça, c'est fort intéressant parce qu'une fois qu'on a ça, on est capable de les comparer avec nos taux d'augmentation des revenus, des dépenses, du REER, du SELI, de l'épargne, des économies, la maison et tout ça. Donc, ça nous permet de faire un comparatif. Là. Et à droite, ce sont les écarts. Alors, le pourcentage des revenus est-il supérieur à l'inflation? Si oui, ça va donner un petit sourire avec une cellule en vert, 0,6 ici, et en rouge si c'est inférieur à l'inflation. Donc ici, pour l'année 1996, ben, mes revenus étaient supérieurs à l'inflation, mais pas pour l'année 1995. Pour l'année 1995, mes revenus étaient inférieurs à l'inflation. L'augmentation de mes revenus était inférieure à l'inflation et de 2,4 2,4 points de pourcentage. Alors voilà, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Alors donc, avec ces informations-là, on est en voiture pour voir clair et loin. Alors, donc, on a l'information pour les dépenses, les revenus par rapport à l'inflation, les dépenses par rapport à l'inflation, les dépenses par rapport aux revenus, l'épargne par rapport à l'inflation et le patrimoine par rapport à l'inflation. Alors, vous voyez que même si mes revenus, en général, le pourcentage d'augmentation de mes revenus est moins important que l'inflation, parce que j'ai beaucoup plus d'années en rouge, au total, mon épargne étant plus forte que l'inflation, ben, j'arrive à avoir un patrimoine qui est en général au-dessus de l'inflation. Alors, c'est intéressant de ce côté-là. Et à la fin, vous avez un onglet portant sur les pourcentages de décaissement obligatoire du REER à chacun des âges. Donc, le pourcentage augmente à chaque année. Pour les indicateurs, je vais aussi vous montrer à droite des graphiques et qui sont calculés à partir des colonnes qui sont à gauche. Alors, le premier graphique ici, c'est le pourcentage d'inflation versus le pourcentage des revenus versus le pourcentage des dépenses. Alors, vous voyez que le pourcentage d'inflation moyen est supérieur à mon pourcentage d'augmentation des revenus moyens. Alors, vous voyez que dans la fonction publique, on avait un taux d'augmentation des revenus qui n'était pas fort et le pourcentage d'augmentation des dépenses qui est aussi là, inférieur. Voilà. Ensuite, c'est pour quelle période historique, ce graphique-là? C'est pour les périodes qui sont, c'est l'historique, hein? Donc, c'est les périodes avant l'année jusqu'à 2017. OK. Alors, la coupure se fait là. OK.
Vous avez d'autres graphiques ici en bas, le taux d'inflation au Québec, dépenses, les taux d'inflation au Québec par rapport aux revenus, par rapport aux dépenses. Alors, vous avez des graphiques qui sont intéressants à analyser et pour vous aider à faire votre planification financière, à voir si vous êtes sur le bon chemin ou si vous avez des redressements à faire. Voilà. Il y a plusieurs graphiques qui sont déjà préfaits, là. Vous avez une vue d'ensemble de ce fichier-là. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans, mais ce sont des éléments qui ont été calculés dans d'autres fichiers. On ne fait que reporter l'information aux bons endroits. Et ça nous permet donc d'avoir des indicateurs d'analyse qui vont nous servir pour notre planification financière de retraite. Je vais terminer le partage et je vais terminer aussi dans